Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, nous allons commencer notre congrès virtuel ce matin et je vais donner la parole à notre présidente du conseil d'administration. Bonjour tout le monde, chers parents, chers partenaires. Bienvenue à notre congrès virtuel de parents partenaires en éducation. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre conférencier. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Hosni Zawali, qui va nous parler des compétences de demain face à l'impact de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite un très bon congrès et à bientôt. À tout à l'heure. Je vais juste dire un petit mot avant de céder la parole à Hosni. Bien sûr, bien sûr. On a vraiment hâte de l'entendre. Donc, pour vous dire, je suis absolument ravie qu'on soit tous ensemble réunis aujourd'hui pour l'ouverture de notre congrès virtuel. Donc, au nom de parents partenaires en éducation, je tiens à remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui a financé tout ce congrès. Et d'ailleurs, nous avons reçu un mot de bienvenue du ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, accompagné de son adjoint parlementaire. Donc, on va pouvoir entendre cette petite vidéo ensemble. Un grand merci pour votre soutien. We want to thank you for 8 years of your leadership and advocacy serving French students in the province of Ontario. Je tiens à remercier les parents partenaires en éducation, ainsi que tous les parents que votre organisme représente pour le travail extraordinaire que vous accomplissez depuis 1940. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et c'est encore plus indéniable depuis quelques mois. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons en unissant nos efforts. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, comme vous avez pu déjà le constater, nous avons la chance d'avoir Mario qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous offrir un soutien technique. Donc, s'il y avait quoi que ce soit pendant la conférence, vous pouvez aller dans le chat. Et dans le chat, vous choisissez avec la petite flèche « Soutien technique » et vous pouvez lui poser des questions si vous avez besoin d'un soutien. Maintenant, je vais donner la parole à Sula Gontuvas, qui est agente de communication à parents partenaires en éducation, qui a quelques informations à vous transmettre. Merci. Bonjour, merci Hélène. Alors oui, juste quelques petits avis techniques. Juste gardez vos micros éteints durant la conférence et on veut vraiment vous encourager aussi d'utiliser le chat. Alors, c'est pour que vous pouvez pas interagir entre vous avec nous. Alors, juste utilisez la fonction chat. Si jamais vous avez des questions aussi de la conférence ou de nous ou quelque chose qui pique votre curiosité, vous pouvez poser la question dans le chat. Oui, et on prendra les questions à la fin. 10 minutes avant la fin, ce sera une période de questions. Et oui, on veut aussi entendre ce qui vous intéresse. Alors, on vous invite à utiliser le hashtag PPE. Donc, si, par exemple, dans la présentation, vous entendez « Quels seront les métiers de demain? » Vous êtes comme « Ouais, c'est super intéressant. » Écrivez dans le chat hashtag PPE. Quels seront les métiers de demain? Quelque chose comme ça. Alors, on peut voir vraiment ce qui nous intéresse comme groupe. L'autre chose à savoir, c'est vraiment que on n'a pas pu mettre la conférence sur Facebook Live aujourd'hui, mais pour que vous sachiez, ça va être enregistré si jamais vous voulez la partager aussi à d'autres qui seront intéressés. Je pense que c'est vraiment tout. Oui, on va prendre des photos à quelques moments. Alors, des petits snapshots des visages. Alors, si jamais vous ne voulez pas être dans une photo, vous pouvez juste enlever votre image, votre vidéo. Et à part de ça, c'est très beau de vous voir tous. Et je pense que c'est vraiment tout pour moi. Et je suis là un peu comme encore un soutien. Alors, si vous avez des problèmes, juste mettez-le dans le chat et on est là pour vous. Et merci d'être là, c'est vraiment fantastique. Alors, à toi, Hélène. Oui, bon, maintenant, je vais céder complètement la parole à notre invité conférencier qui est spécialiste des comportements d'apprentissage et consultant à l'Université de Stanford en Californie. Hosni Zawali, je te cède la parole.
Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci Hélène, merci Soula, merci Badrier, merci parents, partenaires en éducation. C'est un véritable plaisir d'être là parmi vous. Première question, est-ce que vous m'entendez comme il faut ou est-ce qu'il y a des problèmes de micro? Ça va? C'est bon. Donc, la première chose que je vais faire, je vais regarder mon téléphone hein, et puis je vais mettre 30 minutes. Comme ça, au moins, hop, on m'a dit attention, il ne va pas falloir parler plus de 30 minutes parce que sinon, et surtout, je compte sur vous, les participants, pour me dire Osni, tu parles trop, arrête, coupe ça tout de suite. Et voilà, donc c'est parti les 30 minutes. Alors, je voulais dire également merci à toute notre audience. Merci à Rina, à André, à Aurélie, à Awa. André, je ne vais pas citer les 45 noms, mais merci Caroline, merci Catherine, Dumouchel. Voilà, merci à tous d'être là. C'est super de vous avoir. Et puis, j'espère que ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va être intéressant. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi. Oui. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez mon écran sans mes notes, sans mes annotations? Oui. Bon, super. Excellent. Eh bien voilà, on y est. Parfait. Moi, j'ai même Osni, on voit tes notes. Vous voyez mes notes? Oui, si tu peux juste changer le display settings, s'il te plaît. Bien sûr. Hop, display settings, soit presenter view. Here we go. Ça va mieux? Parfait. Super. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, on va y aller. Je vais parler un petit peu, puis ensuite, il y aura une petite session d'interaction entre moi et l'audience. Je vous en prie, gardez vos questions, puis surtout, si vous n'oubliez pas le hashtag PPE et mettez ce qui vous intéresse à côté. C'est très important pour nous pour vraiment collecter un petit peu toutes ces informations, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a ennuyé, avec quoi est-ce que vous êtes d'accord, avec quoi est-ce que vous n'êtes pas vraiment d'accord. Donc, c'est important. Hashtag PPE et ensuite, vous mettez en bref ce qu'il en est. D'accord? J'entends un micro en fait derrière, je ne sais pas qui est-ce que c'est, il y a un petit grésillement, est-ce que vous sauriez qui est là? Donc juste comme Soula l'avait dit, s'il vous plaît, faites en sorte d'éteindre vos micros. Ah, je pense que ça a disparu, parfait. Bon, comme le dit mon titre, je suis le directeur et le fondateur de Tech Adaptica. Tech Adaptica, c'est une compagnie de technologie et de design, une combinaison entre les deux. Et ce que l'on fait, eh bien, on fait des campus de réalité virtuelle pour les universités et pour les grandes entreprises, mais aussi pour les gouvernements. Alors, je ne vous cache pas que depuis la crise du Covid, eh bien, cette compagnie est très, très prisée un peu partout dans le monde, donc ce qui est super intéressant. Pour nous, c'est une période très, très intéressante pour la tech et surtout l'éducation et la tech. Voilà. Je vais en parler un peu plus. Vous allez voir qu'il y a d'énormes opportunités pour l'éducation de demain, non pas que pour le Canada, mais pour le monde entier. Et il y a également plusieurs risques. Donc, c'est un petit peu là où on doit absolument en parler parce que vous n'êtes pas que des spectateurs, vous êtes également les acteurs de l'éducation de demain. Beaucoup, d'ailleurs, reposent sur vos épaules, les parents et les organismes comme parents partenaires en éducation. Beaucoup plus que vous le croyez ou vous pouvez imaginer. Alors, c'est vrai que c'est difficile un petit peu en étant tout seul dans son appartement ou dans sa maison face à son ordinateur, mais croyez-moi, votre voix est beaucoup plus importante qu'on le croit. Je suis également consultant pour l'université Stanford en Californie, là où on a créé ce qu'on appelle le LEAD Program. Le LEAD Program, c'est un programme en ligne pour les exécutifs un peu partout dans le monde. Et donc voilà où est-ce que je travaille. Et c'est très intéressant d'être en plein milieu de la Silicon Valley et de savoir un peu ce qui se passe. Sans plus tarder, d'où est-ce que je viens? Parce que c'est ça aussi que vous allez voir en fait, la connexion avec l'intelligence artificielle. D'où est-ce que je viens? Eh bien, je suis africain d'origine et on est arrivé en France de manière assez particulière. Alors, on n'est pas arrivé en tant que réfugié, on est arrivé en tant que clandestin. Et vous allez voir pourquoi est-ce que ça a énormément de répercussions sur ce qui va se passer après. La grande différence entre être un réfugié et être un clandestin, c'est que lorsque vous êtes un réfugié, vous avez un statut de réfugié, donc vous êtes protégé par plein de choses. Alors que quand vous êtes clandestin, eh bien, vous n'existez pas.
Et ça va vraiment forger un petit peu le caractère de pas mal de choses dans ma vie. Alors, j'ai écrit « Quand on n'a rien au départ, on n'a rien à perdre ». C'était souvent ce que mon père me disait lorsqu'on était arrivé en France. Il me disait « Vous savez, quand on n'a rien au départ, on n'a rien à perdre ». Et effectivement, ça a un petit peu façonné ma manière de penser et surtout ma manière de réagir à l'école. Alors moi, à l'école, j'étais dyslexique. Je le suis toujours. On ne se débarrasse jamais d'une dyslexie. Et malheureusement, les enseignants ne le savaient pas vraiment. Malheureusement, en fait, j'ai eu affaire à une jeunesse, une adolescence un petit peu violente parce qu'il était très difficile pour moi d'exprimer mes sentiments. Et il y avait beaucoup de violence à l'intérieur de la maison, beaucoup de violence à l'extérieur de la maison. Mais malheureusement, les enseignants, eux, ils ont beaucoup d'enfants dans leur salle de classe et c'est toujours le cas. D'ailleurs, si vous regardez cette photo, à votre avis, l'audience, où est-ce que je suis? Au milieu, en haut, en bas? Alors, j'essaie de regarder un petit peu qui est-ce qui aura raison, mais vous avez vu que cette salle de classe qui date de 1988-89 est un petit peu similaire à une salle de classe que l'on verrait aujourd'hui. Je ne vois pas de suggestion. À votre avis, où est-ce que je suis dans toute cette mosaïque de couleurs? Alors, dites-moi, en haut, en bas, à gauche ou à droite? Vous allez essayer de voir quelques réponses. Au milieu, oui, ok. En bas à droite, non. En haut, non. Je suis au milieu, ça c'est sûr. Est-ce que je suis au milieu en bas ou au milieu en haut? J'espère que vous n'êtes pas en train de me confondre avec… En haut, en haut. J'espère que vous n'êtes pas en train de me confondre avec la petite fille asiatique qui est en bas au milieu. Non. C'est ça, c'est moi qui suis en haut là-bas. Oui. Et l'idée, c'est qu'il faut comprendre que dans toute cette tragédie, en fait, d'arriver dans un pays étranger avec des parents qui sont complètement illettrés, avec une situation un peu particulière, dans un quartier un petit peu difficile, dans toute cette stratégie, eh bien, il faut voir que l'enseignante qui est à gauche de l'écran, eh bien, elle a fait de son mieux pour comprendre tout un chacun, pour comprendre quel est le comportement émotionnel de chacun de ces élèves-là. Pourtant, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de violence à l'intérieur des maisons, il y a beaucoup de violence à l'extérieur des maisons, et l'enseignante ne peut pas tout monitorer, elle ne peut pas tout mesurer. Vous voyez la personne qui est juste à côté de moi, à ma gauche, cette personne-là, malheureusement, à 16 ans, je me rappelle, avait tué un de nos amis. Donc, elle a passé du temps en prison. La personne qui est tout en bas à droite est morte d'abus de drogue. Vous avez vu, en fait, on parle de problèmes énormes et les enseignants, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la maison, qu'est-ce qui se passe dans le caractère émotionnel ou intellectuel des élèves. Alors, pour moi, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça, à créer une entreprise qui aujourd'hui intéresse beaucoup de monde un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, on vend des campus de réalité virtuelle partout dans le monde. Comment est-ce qu'on est passé de ça à ça? Eh bien, sachez que l'enseignant ici, elle essaie de travailler avec les outils qu'elle a. Et tout ce qu'elle voit aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont dans des situations très difficiles, avec beaucoup de violence à l'intérieur de la maison, beaucoup de violence à l'extérieur de la maison, et il est très difficile pour eux de mesurer quoi que ce soit. Et pourtant, contre toutes les statistiques, on a réussi à s'en sortir, ou certains d'entre nous ont réussi à s'en sortir et à créer des campus de réalité virtuelle. La question ici, c'est que l'impact de l'intelligence artificielle, vous allez voir que ça a un impact direct sur ça. Beaucoup d'enseignants et beaucoup de parents, ça fait peur, et on va expliquer pourquoi est-ce que ça fait peur, mais on va voir que on ne peut améliorer que ce que l'on ne peut mesurer. Et donc, si l'intelligence artificielle nous aide à mesurer des choses qu'on ne voit pas, que cette enseignante ne peut pas mesurer, ne peut pas voir, c'est impossible. C'est impossible de s'en rappeler, c'est impossible de tout mesurer. Eh bien, vous allez voir qu'on va créer des enseignants qui sont géniaux. Les enseignants du futur, les enseignants de demain, ce sont les enseignants qui arrivent à utiliser la technologie pour y voir plus clair dans la tête de chacun de ces enfants-là. Alors, rapidement, voilà ce que l'on fait. On va vous montrer la vidéo peut-être. Je ne sais pas si, Mario, est-ce que c'est toi qui la montres? Bien qu'elle soit confinée à la maison, Ashley Hansen continue de suivre ses cours en ligne. Elle a créé un avatar qui lui ressemble et chaque matin, son personnage doit se déplacer vers une salle de classe virtuelle où elle retrouve son enseignant et ses camarades. J'aime ça beaucoup parce que je peux assis-toi dans mon pyjamas avec un avatar qui est very professionnel. C'est amusant.
Depuis la fermeture des écoles et des universités, l'entreprise torontoise qui a conçu ce campus virtuel est très sollicitée. Au Canada, aux États-Unis, même en France et en Afrique. On a eu besoin d'une crise de Covid-19 pour justement nous mettre un petit peu un coup de pied dans le derrière. Le fondateur de Tech Adaptica explique que le milieu de l'éducation a dû rapidement s'adapter. Les institutions éducatives, elles ont été prises de court et donc elles se sont dites « mettez tout en ligne ». Donc elles ont été chercher des ressources un peu partout sur le net et les mettre en ligne. Malheureusement, ça c'est la première phase qui ne marche pas et on s'en aperçoit aujourd'hui. Des vidéoconférences, faire une classe comme on est en train de la faire, à ses limites. Selon ce professeur de design interactif, les outils d'apprentissage en ligne traditionnels laissent à désirer. Les apprenants sont isolés et selon lui, il manque de motivation, une lacune que le campus virtuel souhaite pallier. Le personnage doit être piloté dans le monde et doit interagir avec d'autres personnages pour créer quelque chose. Déjà, là, je pense qu'il y a un élément d'interaction qui va au-delà. Au-delà d'aider des usagers confinés, le campus virtuel permet de donner davantage d'options de cours aux élèves à distance parce que les instructeurs peuvent se brancher pratiquement de n'importe où dans le monde. It fills a void, it fills a need. Ça comble un vide, affirme cette enseignante d'une école au Texas, où l'offre de programmes en français est limitée. Son école compte continuer d'utiliser la plateforme, même après la pandémie. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto. Ce qu'on fait généralement, c'est nous, ce que l'on crée, c'est des campus de réalité virtuelle. Et vous avez vu, comme là, on est sur Zoom, par exemple. Sur Zoom, il n'y a qu'une seule personne qui doit parler. Et dès qu'il y a 2 micros qui sont allumés, c'est déjà un petit peu compliqué. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'une communauté d'apprenants de 15, 20, 200, 300 personnes puisse apprendre entre eux? Si vous voulez, les enfants, eux, ils apprennent de 2 manières. Ils apprennent forcément avec les enseignants, mais ils apprennent également entre eux beaucoup. Et quand on fait en fait un Skype ou un Zoom, eh bien, on coupe complètement la deuxième partie, à savoir comment est-ce qu'ils peuvent apprendre entre eux. Il y a une seule personne qui parle et cette personne-là doit délivrer un certain message et tout le monde doit juste écouter. Je vois mon enfant qui est en train d'apprendre à l'école et les enseignants aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Nous, on a créé un campus où on fait en sorte que les enseignants peuvent forcément délivrer un message, mais que les élèves puissent également interagir entre eux. Ils ont des travaux de groupe ensemble, ils ont un petit peu des jeux de loi ou des chasses au trésor dans le campus où ils répondent à des questions. Et ça devient très intéressant. Voilà pourquoi ça intéresse énormément les universités, les écoles un peu partout dans le monde. Voilà. Et malheureusement, comme dirait la Bible, nul n'est prophète dans son propre pays. Eh bien, ici au Canada, eh bien, ça ne marche pas très bien, mais en Californie, aux États-Unis, un peu partout en France, beaucoup en Afrique, on vient de signer avec la Banque africaine de développement qui déploie cette solution sur 48 pays. Ça marche très bien. Donc voilà ce que l'on fait, on crée des avatars et puis ce n'est pas une histoire de texte, c'est une histoire de design. Vous savez, le design, et quand je dis design, ce n'est pas forcément une histoire de qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui n'est pas joli, qu'est-ce qui est sexy. Ce n'est pas ça. C'est le design, c'est comment est-ce que ça marche et comment est-ce que les élèves se sentent lorsqu'ils utilisent cette plateforme. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez la raison pour laquelle on appelle des gens qui disent on est fatigué de Zoom. Pourquoi est-ce qu'ils me disent on est fatigué de Meet, on est fatigué de Skype? Il y a un seul critère. Bon, le seul critère, c'est que le fait qu'on ne peut pas forcément tous interagir en même temps, ça c'est un petit peu embêtant, mais surtout la caméra. Quand on parle à quelqu'un dans la rue, on ne se voit pas, on voit la personne. Mais sur Zoom, là, moi je suis en train de me voir là, sur mon deuxième écran et c'est épuisant. Eh bien, c'est ça le design. Le design, c'est essayer de vous mettre dans la peau de quelqu'un, essayer de comprendre qu'est-ce qui est plaisant et qu'est-ce qui n'est pas vraiment plaisant. Et le monde éducatif a énormément besoin de ça aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, on va le voir. Parce que le monde éducatif est un petit peu basé sur des principes qui sont aujourd'hui un petit peu obsolètes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quel est le plus gros problème d'aujourd'hui au niveau de l'éducation? Le problème, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on ne peut mesurer. Et c'est vrai, c'est une loi. Moi, j'enseigne ça à mes étudiants, mais j'enseigne ça également dans mon entreprise. Si on n'arrive pas à mesurer, on n'arrivera pas à améliorer. Et quand je dis mesurer, ça veut dire essayer de mesurer un petit peu tout. On a parlé aujourd'hui beaucoup de George Floyd, par exemple, qui s'est fait assassiner. Eh bien, il y a tout un mouvement qui dit « Hey, Black Lives Matter », par exemple. Mais je vois qu'il est très difficile pour mes collègues qui sont surtout hommes blancs de comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que le privilège est invisible à ceux qui l'ont.
c'est très difficile d'y voir clair quand on est… pour moi, par exemple, comme homme, il m'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir le même salaire qu'un homme? Qu'est-ce que c'est que de devoir porter un plus gros fardeau qu'un homme? C'est très difficile pour moi. Eh bien, l'intelligence artificielle, petit à petit, va nous aider à y voir un peu plus clair et à comprendre un petit peu ces grands décalages. Donc, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant. Il y avait une étude qui a été faite et je ne sais pas si vous pouvez me dire très rapidement oui ou non sur le chat, s'il vous plaît. L'effet Pygmalion, est-ce que ça parle à quelqu'un de l'effet Pygmalion? Oui, non? Sur le chat, non? Très bien. Alors, l'effet Pygmalion. Alors là, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir que c'est très, très, très intéressant. C'est une étude qui a été faite à Harvard, où tu as un professeur qui est arrivé dans l'école, dans une école primaire, et qui a dit, bon voilà, je vais prendre les élèves de 5e année, de 5e année primaire, et je vais les prendre cet été avec moi, et je vais leur faire plein de tests. Et en septembre, je reviens vers vous, les enseignants et puis la direction, et je vais vous dire quels sont les élèves qui vont s'épanouir intellectuellement, quels sont les élèves qui vont stagner, et quels sont les élèves qui vont régresser. Tous les enseignants, toute la direction leur a dit « Pouf, fais ce que tu veux, tu n'as pas de boule de cristal. » Et c'est vrai, il n'a pas de boule de cristal, comment est-ce qu'il peut deviner? Quoi qu'il en soit, il y va et tout l'été, eh bien, il fait ce qu'il a à faire avec tous les élèves. Il arrive en septembre et il dit « Eh bien, tel élève et tel élève et tel élève et tel élève vont s'épanouir intellectuellement cette année. Par contre, ces élèves-là vont stagner. Et ces 3-4 élèves-là, eh bien, ils vont régresser. » Encore une fois, ils lui ont dit, on n'a pas de preuve de ça, on verra après le premier bulletin. Le premier bulletin arrive, il avait tout raison. Il avait raison sur tout. Et donc, on est arrivé aujourd'hui, donc ça est arrivé en fait dans les journaux, ça est arrivé à la télé. Comment est-ce qu'il a pu découvrir quels sont les élèves qui allaient s'épanouir intellectuellement, ceux qui allaient régresser et ceux qui allaient stagner? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire tout cet été-là pour savoir ce qu'il en était par rapport à ces élèves-là? Eh bien, il a donné son secret. Et il a dit, j'ai absolument rien fait avec mes élèves. Rien fait du tout qui puisse me dire quel est celui qui va s'épanouir intellectuellement ou celui qui va régresser. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté une graine, j'ai planté l'idée dans la tête de tous mes enseignants pour vous dire que tel élève allait s'épanouir intellectuellement et l'enseignant l'a fait s'épanouir intellectuellement. Ça, c'est quand même assez génial. Mais malheureusement, ce qui est le plus triste, c'est que quand je vous ai dit que tel élève allait régresser, eh bien, implicitement, sans le faire exprès, vous l'avez fait régresser également. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal. Et donc, on dit que c'est une prophétie auto-réalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet, une amélioration ou une régression d'ailleurs, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Ce professeur de Harvard, quand il a dit que cet élève-là allait réussir, eh bien, nous, on l'a fait réussir. Après tout, c'est quelqu'un de Harvard, il doit connaître. Mais en fin de compte, il ne savait rien du tout. C'est juste parce que ça venait d'une autorité et on l'a fait réussir. Et parallèlement, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de 33% des joueurs de football américains qui sont nés en février. Pourquoi? Parce qu'en février, les élèves, quand ils sont en première année, deuxième année, ceux qui sont nés en février sont bien plus gros, bien plus grands que ceux qui sont nés en décembre. Et donc, tous les enseignants et tous les gens autour de ces élèves-là disent « Oh, lui, il va faire du football américain, il va être bon. Oh, lui, il va être bon. » Et c'est un petit peu ça, l'effet Pygmalion, ce qui fait que ces élèves-là sont toujours poussés. C'est donc forcément là où on met la barre, ces élèves-là vont y arriver. Et si on la met plus haut, ils vont y arriver. Et donc, malheureusement, j'en viens en fait au gros problème. Et encore, vous allez voir le lien avec l'intelligence artificielle, parce que tout ça, on va pouvoir le mesurer beaucoup plus facilement et on va être beaucoup moins biaisé. J'y arrive petit à petit. Mais c'est aussi pour ça que quand on regarde en fait là où moi j'étais, ici, eh bien, quand on voit en fait un petit enfant africain ou un petit enfant du Moyen-Orient, eh bien, on se dit, bon, il a un C+. C'est bien déjà, c'est très bien. C'est un réfugié, il est bon.
Et là, on se dit, bah voilà, bon, alors moi, je m'arrête là. Par contre, la petite Marina, on lui dit, mais attends, elle, Marina, elle est née ici, elle a des parents docteurs, elle est ici, elle est ça, il faut qu'elle aille plus haut. Et donc, on la pousse plus haut, même si techniquement, on a le même cerveau. Donc, c'est pour ça que cette... oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Hop. Attendez un instant. Hop. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Mario? Oui, on voit ton écran. Si tu veux, je le recommencer. Maintenant, c'est pas en plein écran, mais on peut voir ton écran. Et qu'est-ce que tu vois juste dans mon écran? La fenêtre de PowerPoint. Alors, attends, parce que là, je n'arrive plus à changer. Je n'arrive plus à changer. Hop. Hop. Osni, est-ce que tu vas nous envoyer la présentation après ou est-ce que tu vas partager ou qu'est-ce que tu vas... Ben là, normalement, on devrait voir mon écran, mais je n'y arrive plus. Je n'ai plus accès à mon écran. Non, après la session d'aujourd'hui, est-ce que tu vas partager ta présentation parce que oui, je pourrais, oui. Oui, je pourrais, bien sûr. C'est bon. On pourra partager avec notre conseil d'école pour qu'on peut voir si on pourra travailler avec toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, en fait, vous pouvez tout simplement m'écrire ici. Voilà, j'ai mis dans le chat où est-ce que vous pouvez m'écrire. Mario, on voit mon écran, c'est bon? On a peut améliorer que ce qu'on a un peu mesuré? Oui, c'est bon. Oui. Ça m'a arrêté un petit peu dans mon élan, mais j'ai 6 minutes, donc il va falloir que j'y aille. Hein, il va falloir qu'on se dépêche. Donc, l'effet Pygmalion, c'est ça en fait qui fait en sorte que malheureusement, certains privilèges sont beaucoup plus visibles que d'autres. Alors, l'intelligence artificielle là-dedans, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? L'intelligence artificielle, c'est une habilité d'un ordinateur ou d'une machine à apprendre ou à penser. Alors, dit comme ça ne fait pas énormément de grandes différences. Mais je vais vous donner une question pour vraiment vous faire comprendre l'impact de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont assez vieux, vous connaissez en fait l'ordinateur Deep Blue de IBM. IBM a mis 20 ans pour construire un ordinateur qui s'appelle Deep Blue et qui a fait jouer au jeu d'échecs Deep Blue avec Kasparov, le meilleur joueur d'échecs au monde. Et je crois que c'était en 1998 ou 2001, je ne sais plus. Deep Blue a gagné la première fois contre le meilleur joueur des échecs. Donc, c'était une machine qui a gagné contre le meilleur joueur des échecs dans le monde. C'était une grande révélation. Eh bien, depuis, les machines ont fait encore beaucoup plus de progrès. Et maintenant, le meilleur ordinateur ou le meilleur jeu d'échecs artificiel, ça s'appelle Stockfish. Bon, on a mis maintenant plus de 30 ans à mettre sur pied ces grosses machines qui sont là à jouer aux échecs bien mieux que les humains. Ok, vous me comprenez? Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. L'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui est capable, que vous êtes capable de lancer dans le net. Et cet algorithme va tout simplement apprendre à jouer aux échecs. Cet algorithme ne sait pas jouer aux échecs. Vous allez le lancer sur le net et il va commencer à apprendre à jouer aux échecs. Et Google l'a appelé AlphaZero. Donc, ils ont créé cet algorithme, ils l'ont lancé, ils ont dit « va apprendre à jouer aux échecs et ensuite, on va te faire jouer aux échecs contre les meilleurs du monde ». Et ils l'ont fait jouer contre Stockfish, le meilleur ordinateur que l'on a créé en termes de… On a mis 30 ans à le créer. À votre avis, qui a gagné? Alors, avant de répondre à cette question-là, je vous le dis tout de suite, c'est sur 100 matchs que Google AlphaZero, l'algorithme, c'est même pas un jeu d'échecs, l'algorithme a appris à jouer aux échecs et à jouer contre Stockfish, sur 100 matchs, 86 ont été gagnés par Google, ce petit algorithme, et tout le reste, c'était ex aequo. Stockfish n'a gagné aucune fois. Alors, ma question que l'on pose là, ici, à l'écran, c'est combien de temps a pris le programme AlphaZero pour apprendre à jouer aux échecs et battre Stockfish? Sachant que Stockfish a mis à peu près 35 ans, on a mis 35 ans à le faire évoluer. Alors, je vois que 4 jours, certains sont très optimistes, beaucoup me disent 4 jours, 4 mois, 4 ans, ok, c'est un peu plus réaliste, parfait. Bon, on va avancer. Alors, on a 4 ans, 4 mois et la majorité, c'est 4 jours. Vous êtes très optimiste par rapport à l'intelligence artificielle. Vous êtes très optimiste. Eh bien, la réalité, c'est que
Google a appuyé sur le bouton Go et l'algorithme est parti apprendre à jouer aux échecs. Et seulement 4 heures plus tard, il a non seulement appris aux échecs, mais il était le meilleur jeu d'échecs au monde. Et l'intelligence humaine est bien loin derrière ça. Est-ce que vous comprenez les répercussions que ça peut avoir? Les répercussions, c'est qu'aujourd'hui, si le jeu d'échecs est un jeu de guerre, demain, le ministère de la Défense devra attendre les directives de Google AlphaZero pour lui dire quel est le prochain move, la prochaine action à faire. L'intelligence humaine, ou en tout cas mathématique, est bien loin derrière. Reprenons depuis le départ. Il y a 13 milliards d'années, on a eu le Big Bang. L'énergie, le concept d'espace-temps vient de se créer. Des éléments fondamentaux ont créé notre univers, on appelle ça la physique. 300 000 ans plus tard, donc à peu près encore 13 milliards d'années, il y a 13 milliards d'années, cette matière, cette énergie a commencé à s'unir en structures complexes que l'on a appelées atomes ou molécules. Et toute cette discipline, on l'a appelée la chimie, qui vient de l'arabe el-khimia, qui veut dire la magie. Et donc, on a la chimie. Il y a 3,8 milliards d'années, sur une petite roche qu'on a appelée la planète Terre, ces molécules se sont combinées en organismes. Et là, c'est l'invention de la biologie. Et il y a 70 000 ans, ces organismes se sont devenus de plus en plus complexes et sont devenus ce qu'on appelle des humains. Et ces humains ont commencé à s'organiser et à créer des cultures. Et on a appelé ça l'histoire. Chez ces mêmes organismes que l'on appelle humains, on a commencé à compter et à remarquer des suites logiques. Le jour, la nuit, les semaines, les saisons. Et on a appelé ça les mathématiques. Voilà où est-ce qu'on en est. Et on en est arrivé en très peu de temps par rapport à l'histoire de la planète Terre. 13 milliards d'années, je vous parle de 70 000 ans, par rapport à 13 milliards d'années, on en est arrivé à ça. Des avions, des hélicoptères, tous connectés, des trains, des gens, ça avance, c'est très compliqué, des cultures, des religions et tout ça. Ça avance très vite. Aujourd'hui, notre système éducatif est basé sur un système éducatif de la révolution industrielle. Et il est là vraiment pour ça. Et on est arrivé à faire d'énormes choses grâce à ce système éducatif. D'énormes belles choses. Mais quand vous réfléchissez, quand vous voyez comment est-ce que les écoles sont mises sur pied, dans un village, on a mis un bâtiment qu'on a appelé école. Dans ce bâtiment, on l'a séparé en plusieurs salles qu'on a appelées salles de classe. Dans ces salles de classe, on a mis des rangées avec des élèves et un enseignant qui vient nous parler. Ça rappelle beaucoup à cette ère de la révolution industrielle. Mais grâce à ce système éducatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'énormes progrès ont été faits. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'obésité tue plus que la famine. Malgré tout ce que vous pouvez penser, grâce à ce système éducatif, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'obésité tue plus que la famine. Les accidents de la route tuent plus que les guerres. Et on meurt moins de maladies que de vieillesse. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on meurt plus de vieillesse que de maladies. Et c'est quand même des choses extraordinaires ce qui vient de se passer. Alors, le rôle de l'enseignant a beaucoup changé. Avant, l'enseignant, c'était celui qui détenait l'information. Aujourd'hui, il doit organiser l'information. Ce n'est pas qu'un changement au niveau du système éducatif, mais c'est même un changement au niveau des enseignants. Alors, la grande question, et je vais aller un peu plus vite là-dedans, c'est est-ce que nos enfants vont devenir obsolètes? Ça, c'est la première question. Si l'intelligence artificielle est là, à quoi préparer nos enfants si les ordinateurs vont penser beaucoup plus rapidement que nous? Parce que c'est un petit peu ça dont il s'agit. Les compétences de demain, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la dictature digitale, mais, ou même sans ça, mais les compétences de demain pour nos enfants. Alors, je le dis souvent et je me fais beaucoup critiquer pour le dire, mais je vais le redire. On n'entraîne pas nos enfants à courir plus vite que des voitures. Alors, pourquoi leur apprend-on à penser plus vite que des ordinateurs? Ça, c'est la question que je pose. Ce serait ridicule de penser à des enfants, les entraîner à courir plus vite que des voitures. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaie de les faire penser plus vite que des ordinateurs?
il faut réfléchir à tout ce qu'un ordinateur ne peut pas faire. Et là, j'ai besoin un petit peu de votre collaboration, chers amis. OK? Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur ne peut pas faire? Alors, dites-moi, je vais vous donner un exemple. Peut-être on peut mettre le sondage. Je ne sais pas s'il y a un sondage. Voilà. Qui perdra son travail dans le futur? L'infirmière ou le radiologue? L'avocat ou l'enseignant de guitare? Le comptable ou le philosophe? À vous de répondre au sondage, s'il vous plaît. Qui perdra son travail? 100% le radiologue. Sur deux réponses. Sur deux réponses. Il y en a qui disent l'infirmière aussi. OK, l'infirmière va perdre aussi. L'enseignant de guitare va perdre son travail. L'avocat va le perdre aussi. OK, le comptable. OK, le philosophe. Ouais. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Dans le futur, avec cette intelligence artificielle qui est déjà là, qui perdra son travail? L'infirmière versus le radiologue, l'avocat versus l'enseignant de guitare, le comptable versus le philosophe. Eh bien, je vous le dis tout de suite. L'infirmière, elle est sûre de garder son travail. Le radiologue, c'est fini pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce que la reconnaissance de l'image est bien meilleure que l'œil humain. L'humain n'est pas fatigué. L'ordinateur ou la reconnaissance d'image par un ordinateur, l'ordinateur, lui, l'intelligence artificielle, elle n'est jamais fatiguée. Elle ne boit pas. Elle n'a pas de saut d'humeur. Elle n'est pas impatiente. Par contre, l'infirmière, pourquoi est-ce qu'elle gardera son travail? Eh bien, parce qu'un ordinateur, aujourd'hui, ne peut pas faire preuve d'empathie. Un ordinateur ne peut pas vous prendre la main et sentir toutes les choses qu'une infirmière peut sentir. Pareil pour l'avocat. L'avocat, c'est quasiment fini. Ça va devenir comme les comptables, de moins en moins d'influence. L'enseignant de guitare, par exemple, ça va être la musique, l'empathie, la synergie, travailler en groupe, vont être les compétences de demain. Et comme l'université, on avait tous des amis qui, eux, ils disaient ouais, ben moi, je vais être philosophe. Et ils avaient tous une cape, mes amis qui voulaient être philosophes à l'université. Puis ils disaient moi, je vais être philosophe. Et on leur disait ouais, ben, bon courage avec le milieu du travail. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont beaucoup plus de chances de trouver du travail que les comptables. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette philosophie. On a besoin de cerveau humain pour repenser ces questions fondamentales que les ordinateurs ne peuvent pas faire. Pour tout ce qui est calcul, conduite, tout ça, les ordinateurs vont faire tout le travail bien mieux que les humains. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'être parfaits, ces ordinateurs, ou cette intelligence artificielle. Ils ont juste besoin d'être un tout petit peu meilleurs que les humains et un petit peu moins chers. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, réfléchissez à quoi entraîner mon enfant pour demain. Et je vous le dis tout de suite, je n'en sais rien. Par contre, je suis sûr de certaines choses. Les compétences de demain, c'est comment s'adapter au changement. Parce que vous allez voir que si l'élève n'arrive pas à s'adapter au changement, avec l'intelligence artificielle et tous les bouleversements qui vont arriver tous les 5 ans, on ne gardera jamais le même travail pendant plus de 10 ans. C'est fini. Au bout de 10 ans, votre travail est obsolète, c'est sûr et certain. Donc, apprendre à nos enfants à manœuvrer le changement, apprendre à échouer comme il faut, ça, ce sont les compétences de demain. Le changement et l'échec. La plus grande leçon d'un examen ou d'un contrôle ou d'un test est peut-être liée à comment échouer plutôt que vraiment les connaissances que vous voulez avoir à l'intérieur. Gardez ça en tête. Je ne sais pas de quoi le demain sera fait, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le changement et l'échec vont être la base de notre prochaine civilisation. La réussite, c'est 99% d'échecs. Et reprenez même en fait ce qui s'est passé auparavant. Henry Ford, l'inventeur de la voiture, il avait dit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » L'empathie. L'empathie, c'est ce qui va sauver les enfants de demain. C'est une histoire de perspective. Je vais aller assez rapidement parce que je sais que mes 30 minutes sont déjà faites, mais rappelez-vous, cette histoire de design, c'est le plus important. Quand je dis design, ce n'est pas le côté joli, c'est le côté pratique, comment est-ce qu'on se sent. L'épluche patate a été fait pour les gens qui avaient des problèmes de motricité fine. Le texto a été fait pour les gens qui étaient sourds. Ça s'est démocratisé après. Réfléchissez à cette éducation qui va réfléchir à un design pour faire en sorte d'inclure tout le monde et de voir tout le monde. OK? Je vais m'arrêter là. Mais rappelez-vous que si vous pensez que le changement en éducation est trop coûteux, essayez l'immobilisme. Vous allez voir, ça va être l'horreur. Voilà, merci.
J'ai une question à te demander, Osni. Merci pour la belle présentation. Je suis Ousna Goni du conseil de CEPO à Ottawa. Je suis une membre du conseil de l'école Maurice Lapointe. Et puis, je donne un petit bio sur moi-même. Alors, je suis une EAO, mais je n'enseigne pas. Je travaille pour le gouvernement. Mais j'ai toujours cette passion de l'enseignement. Et puis, j'ai trouvé ta présentation une très bonne présentation. Et puis, comme nous tous, avec le COVID, nos enfants, l'apprentissage est passé en ligne. Et puis, moi, je ne suis pas satisfaite du tout de l'apprentissage que mes enfants ont eu pendant les semaines qu'ils sont à la maison. Parce que moi, je suis très visuelle. Et puis, comme enseignante, on utilise beaucoup le visuel pour nos enfants parce que nos enfants doivent voir quelque chose. Mais mon fils, moi, j'en ai 3 enfants, une fille de 15 ans, la deuxième à 10 ans et puis le troisième, mon fils, à 7 ans. Alors, on a 3 catégories d'apprentissage chez moi et 3 personnalités. Et puis, j'ai vu comment mon fils, quand il a ses cours en ligne, il n'est pas intéressé à être pour le Zoom parce que pour lui, il voit lui-même. Il ne voit pas ses amis, il ne voit pas comme si la classe. Et puis, avec le système que j'ai vu, c'était un très bon système. Et puis, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que notre conseil peut bénéficier de votre service et puis notre école pour une présentation à notre école pour voir comment on peut travailler ensemble. Rappelez-vous, Ousna, que le problème n'est pas technologique. Le problème, il est de l'ordre du design et de l'expérience utilisateur. Donc, bien sûr, nous, on a la technologie, mais la plus grande expertise que l'on a, c'est comment faire en sorte que les enfants puissent apprendre en ligne de manière collaborative entre eux. Ce que je déplore un petit peu, ce n'est pas la faute des enseignants, c'est la faute du système. Malheureusement, et vous avez vu à travers ça, c'est que ce que l'on n'apprend pas dans le calme, la vie nous l'apprend dans le drame. Il a fallu attendre le Covid-19 pour vraiment parler d'éducation du 21e siècle. Mais on est en 2020. Ça fait déjà 20 ans que ça aurait dû être mis sur pied, mais il a fallu attendre le Covid-19. Aujourd'hui, les gens commencent… Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 phases. La première, c'est tout le monde a paniqué et tout le monde s'est dit « Les enseignants, mettons tout en ligne ». Ils ont utilisé Zoom, Teams et puis tout ça. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, ils se rendent compte que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas greffer ce que l'on fait dans la salle de classe en ligne et s'attendre à un même résultat. Il va falloir repenser la dynamique, comment est-ce que ces enfants travaillent entre eux. Et c'est nous ce que l'on a fait depuis les 5 dernières années, et ça marche très très bien aujourd'hui, mais là, malheureusement, on voit quand même qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réticence du milieu éducatif parce que le changement fait peur. Voilà, le Covid n'est qu'un accélérateur de ce qui aurait dû se passer il y a 20 ans. Aussi, parce que moi, comme je travaille dans l'apprentissage, dans le gouvernement, c'est la même chose, c'est le système. On a le même problème que nos écoles l'ont. Alors, je suis d'accord avec toi, notre système n'était pas prêt pour faire face à Covid. Comme si je crois que Covid nous fait réveiller, comme si c'est un rappel. Ça fait comme si on dormait. Je crois qu'on dormait. Moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que si les compétences de demain, à cause de l'intelligence artificielle, sont le changement et apprendre aux enfants à changer rapidement et à s'adapter et leur apprendre à échouer, je pense que notre système éducatif, il faudrait commencer par notre système éducatif. Apprendre à notre système éducatif à un changement, à s'adapter, à prendre des risques, à échouer également. On n'est pas obligé de tout faire parfaitement. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on garde les fondations d'il y a 50 ans et on se dit, ça a toujours marché, on garde tout. Eh ben, le Covid-19 nous a montré que ce n'était plus vraiment le cas et était vraiment changé. Et je vous avoue que c'est pas on ne parle pas des écoles primaires, je parle de tout le système éducatif. Même l'université Stanford dans laquelle je suis, qui est la meilleure université au monde en termes d'innovation, au monde avec Berkeley, eh bien, même cette université-là a beaucoup de travail à faire au niveau du changement. On peut enseigner le changement et l'innovation à plein de gens partout dans le monde. Par contre, toucher au curriculum, personne ne touche le curriculum. C'est quand même assez incroyable. Oui. Béatrice. Merci. Oui, Béatrice. Et ensuite, il y a une autre personne qui a une question. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui ont levé la main. Alors, on va essayer. On a 3-4 questions en ce moment. On va essayer de finir à moins 5. Alors Béatrice, oui. Bonjour Osni, tu ne me reconnais pas, mais j'étais avec toi au Centre francophone quand tu étais venue présenter Voilà Learning.
On se connaît depuis longtemps et tu es avec moi dans le LinkedIn. Je suis spécialiste consultante en éducation, enseignante et spécialiste en enfance en difficulté. Je voulais d'abord apprécier ce que tu as dit par rapport aux enfants à l'école, parce que je suis de celles qui pensent qu'on ne devrait pas dire aux enfants qui sont en difficulté que voilà ta place, tu peux faire que ça. Parce que pour moi, le cerveau est un muscle qu'on devrait développer. Tu étais dyslexique, donc tu sais de quoi je parle. Et j'ai un enfant qui est une difficulté d'apprentissage que je suis en train de relever et qui est en train de se lever. Et que si j'avais laissé seulement le système faire, elle ne serait arrivée nulle part. J'ai compris qu'il fallait faire ça. J'ai laissé mon premier métier pour devenir enseignante. Et je la tiens avec. Mais il y a une chose que je ne suis pas d'accord pour le... Je dis d'ailleurs ce qui est positif, je rentre dans ce qui est négatif. Alors, il y a une chose que je n'apprécie pas dans le hashtag que tu as dit, parce que quand on enseigne à Team, par exemple, en ligne, ils ont, par exemple, les émoticônes avec lesquels ils se parlent. On a 30% de nos élèves que les 100% qu'on devrait avoir parce qu'ils passent leur temps à chatter qu'à écouter ce que tu leur enseignes. Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce que le truc, comment on dit ça? Comment tu appelles encore ça? L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'empathie. Ça ne remplacera jamais la personne. Je vous assure, nous, en ce moment, nous-mêmes, je suis parent, je suis enseignante, nos élèves nous manquent. Ils nous manquent parce qu'on ne les atteint pas comme on voudrait les atteindre. Mais ça renforce mon point, Béatrice. C'est exactement, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que dans demain, je ne vous parle pas d'un monde sans enseignants. Pas du tout. Les enseignants sont importants. Le côté empathie est important. L'ordinateur ne pourra jamais le faire. Cependant, si l'enseignant a une tablette qui lui dit que Jérémy a un niveau de cortisol dans le sang qui est bien plus élevé que l'habitude, et on sait que Jérémy est stressé, je peux aller voir Jérémy. Je peux savoir qui a fait ses devoirs, les courbes, les corrélations, qui est bon, qui n'est pas bon. Et je vais arrêter de me fier au côté biaisé que m'apporte le monde. Parce que sinon, si on continue à y voir rien, sans cette intelligence artificielle qui arrivera en tablette, en système de software, de logiciel, eh bien, je vous garantis qu'on continuera à penser qu'un enfant noir est moins capable qu'un enfant blanc. Ça, je suis d'accord avec toi, Osni, mais moi aussi, je pense autrement parce que l'enseignant, quand on faisait notre formation, on nous disait qu'est-ce qu'un bon enseignant? D'un enseignant, l'autre mot était quoi? Qu'est-ce qu'un bon enseignant et qu'est-ce qu'un enseignant qualifié? Non, pas qualifié. Il y a un autre mot pour dire l'enseignant qui apporte plus que l'enseignement dans l'école. Parce qu'un enseignant qui a l'habitude de causailler, de discuter avec son groupe, un enseignant qui est conscient que je passe plus de temps avec ses enfants, ils sont comme ma famille, qui partage avec ses enfants, est capable de savoir celui qui se sent mal le matin quand il arrive à l'école. Moi, c'est mon avis. Je ne partage pas, je ne dis pas que c'est l'avis de tout le monde. Mais moi, je ne dis pas que l'intelligence artificielle est mauvaise, mais je voudrais que ce soit cadré. Parce que si on ne le cadre pas, regardez seulement ces enfants à difficulté qui utilisent les ordinateurs. J'ai du mal à retirer ma fille sur l'ordinateur. Imagine qu'elle passe toute sa vie à travailler seulement sur l'artificiel. Je t'assure, c'était un robot que j'aurais à la maison et non une personne. Mais ça, mais vous avez totalement raison. Hein. Et ça, malheureusement, ça a à voir beaucoup plus avec le côté ludification plutôt que l'intelligence artificielle, malheureusement. Vous avez totalement raison. Hein. Et effectivement, c'est pas tout facile. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas voilà, la question est beaucoup plus compliquée que ça. Je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment beaucoup nous aider, mais il y a plusieurs problèmes au niveau de la ludification et surtout les jeux vidéo. Ouais. Moi, je travaille dans la neuroscience et dans l'impact des addictions au niveau des apprenants. Donc, je peux vous dire tout ce qui se passe enfin, pas tout, mais beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un enfant lorsqu'ils sont en train d'apprendre en ligne et pourquoi est-ce que ça ne marche pas et pourquoi ça marche. Je peux vous dire leur taux de sérotonine, leur taux de cortisol. Je peux rentrer dans les détails, mais on va pas faire ça là, mais on continuera cette discussion, Béatrice, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, je veux juste regarder au temps. Je pense que j'ai reçu quelques messages et peut-être de demander si on prolonge pas plus de 10 minutes. Est-ce que ça irait pour les gens? Je pourrais être capable de répondre à une ou deux questions. Ce qu'on aimerait vous demander, c'est vraiment juste de poser la question dans le chat.
Là, ça donnera la chance, au lieu de lever la main et discuter, pour que plusieurs personnes peuvent poser la question. Et on va terminer, on aura besoin d'un autre 5 minutes juste pour des questions. Ensuite, on va clôturer. Je ne sais pas si Hélène, tu aimerais partager quelque chose là-dessus? Oui, comme là, il est l'heure, donc on a eu notre heure ensemble. Pour les personnes qui ont d'autres engagements, qui ont besoin de partir, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui avec nous. On a également besoin de prendre quelques minutes parce qu'on aimerait que vous remplissiez une petite évaluation sur la conférence aujourd'hui. Donc, Soula, est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, l'évaluation dans le chat pour tout le monde? Donc, si vous avez besoin de partir, c'est très court. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour remplir l'évaluation. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire à notre Assemblée générale annuelle qui a lieu la semaine prochaine à 10 h. Et vous pouvez vous inscrire sur le site ppeontario.ca. Sur la page d'accueil, tout est là pour votre inscription. Hélène, voilà, merci beaucoup. Oui. Hélène, si tu veux bien, en fait, je vais juste passer un petit message rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants qui nous écoutent. Un message, je pense que c'est peut-être le message le plus important que j'ai à passer aujourd'hui. J'étais au téléphone avec 2 personnes que certains vous connaissez peut-être. C'était le président des Raptors, donc Masai, et puis le manager des San Antonio Spurs dans la NBA. Et je leur parlais et puis je leur disais hey, est-ce que vous souhaitez que la NBA reprenne? Ou bien comment est-ce que vous souhaitez les choses? Et ils m'ont fait tout un speech sur le souhait. Et je pense que c'est très important que les parents ici comprennent que si vous vous placez en tant que spectateur et que vous souhaitez des choses, il n'y a rien qui va se passer. Un joueur de basketball ne souhaite pas de gagner. Il étudie et fait ce qu'il faut pour gagner. Le spectateur, lui, il souhaite que son équipe va gagner. Vous, en tant que parent, vous pouvez soit choisir aujourd'hui d'être des spectateurs, vous mettre dans les gradins et souhaiter que l'intelligence artificielle ne parte pas à la dérive. Ou soit, vous pouvez joindre PPA, vous intégrer, vous investir et essayer de faire en sorte de contrôler, comme Béatrice, ce qu'elle disait, contrôler cette intelligence artificielle qui, je vous le garantis, peut partir en vrille à n'importe quel moment. Donc, c'est à vous de décider. Soit vous êtes des spectateurs, ou soit vous êtes des joueurs. Le joueur ne souhaite pas quoi que ce soit. Il étudie l'adversaire et il est là pour gagner. Le spectateur, lui, il souhaite. En tout cas, sur votre implication se base le futur de nos enfants. Pas sur la mienne, c'est chaque parent, chacun va déterminer l'éducation du futur, l'éducation de demain. Donc, étudiez ce qu'il en est. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle parce qu'elle va arriver, elle est là. Mais comment est-ce qu'elle va façonner l'éducation de demain? Ça, c'est à vous de décider. Donc, restez connectés avec PPE. C'est aussi ce que je vous dis. Voilà. C'est le seul message, je pense, le plus important. Croyez-moi, faites-moi confiance, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Merci, Osni. Donc, pour ceux qui veulent rester un petit peu plus, est-ce que tu peux répondre à certaines des questions qui sont dans le chat? Il y avait des personnes, j'avais vu tout à l'heure, qui levaient la main aussi. Mais Hélène, je l'ai dit depuis le départ que j'étais dyslexique. Je ne sais même pas comment est-ce que je suis arrivée à faire des études. Oui, je m'en occupe. J'ai les questions. Yeah. Alors, les 2 questions qui étaient, je les dirais, et tu peux juste les prendre. La première, c'était quelqu'un aimerait savoir ce que tu en penses des notes et des bulletins, en général. Et l'autre question, en fait, je vais la trouver. Alors, ça, c'est la première question. Est-ce que tu as bien compris la question? Oui, je l'ai compris. Oui. Vas-y. Oui, alors les notes et les bulletins, c'est une bonne chose, c'est un bon départ. Mais aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en termes d'étudier et puis d'essayer de mesurer ce qui se passe chez l'élève. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple très simple. Il y avait Piaget. Je ne sais pas si vous connaissez le professeur Piaget. C'est un grand cerveau de l'éducation. Il a façonné un petit peu l'éducation d'aujourd'hui. Et puis il disait, c'est vrai, prenez mon cas et prenez le cas de, je ne sais pas, Julien ou Marina, ou soit en France, soit au Québec.
Julien ou Marina, ils ont des parents. Il y en a un qui est, le papa, il est investi à la mairie, puis la maman, elle est docteur. À la maison, lorsqu'ils mangent, ils parlent de quoi? Ils parlent de politique, ils parlent de choses intéressantes. Jour après jour, après jour, après jour. Moi, mes parents sont illettrés. On est 5 enfants dans un appartement de 2 chambres. Voilà, 2 chambres, 5 enfants, 2 parents, 7 personnes. On ne parle pas quand on mange. C'est trop bruyant, le papa il est fatigué. La maman elle est fatiguée. Prenez ça en fait sur 10 ans. Vous comprenez que les chances de réussite sont complètement différentes. Vous comprenez qu'il y en a un qui a besoin de beaucoup plus d'attention que l'autre. Eh bien ça, le bulletin ne montre rien du tout en ça. Le bulletin, et au Canada, on est bien meilleur qu'ailleurs. Hein. On est bien meilleur parce qu'on reconnaît les intelligences multiples, on reconnaît les intelligences prédominantes et on fait de notre mieux sur tout cet aspect-là. Mais cependant, nous ne sommes qu'au début de mesurer ce que l'on ne voit pas. Il est très important de commencer à comprendre que cet enfant-là, ça peut être le rôle de l'éducateur aujourd'hui. Le rôle de l'enseignant n'est plus de donner du savoir, c'est d'organiser le savoir et de découvrir ce pourquoi chaque élève est un génie. Chaque élève est un génie à faire quelque chose. Sauf qu'on ne sait pas quoi encore. Et lui-même ne le sait pas. C'est cette intelligence, et c'est pour ça que je vous parle d'intelligence artificielle, parce que cette intelligence artificielle va nous montrer l'intelligence prédominante, comment est-ce qu'il apprend, à quelle heure il apprend le mieux, comment est-ce qu'il apprend le mieux. Et là, l'enseignant, lui, va pouvoir l'aiguiller beaucoup mieux et faire en sorte de faire fleurir ce génie. Le bulletin, c'est un bon début. Mais si c'est un bulletin juste pour comparer les uns aux autres, personnellement, moi je dis personnellement, mais ça c'est mon avis perso, hein, moi je suis contre. Je suis contre. La confiance en soi. Apprentissage à comment changer, à comment échouer, ça va aller beaucoup mieux que le bulletin. Je vous donne un dernier exemple par rapport à cette histoire de bulletin, d'accord? Je parlais avec la rectrice de Freshman. Le Freshman à l'université Stanford, c'est les premières années. D'accord? Elle me parlait d'un problème bien particulier. Elle me disait, on a un problème avec les premières années, ceux qui arrivent à Stanford, c'est la dépression. Et je leur ai dit, attends, je ne comprends pas, comment ça la dépression? Ils sont dans l'université, la meilleure université du monde. Ils ont des statues de Rodin dans le campus, c'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'ils sont déprimés? Ben, elle me dit ça, elle me dit, les élèves qui arrivent à Stanford, ce sont des élèves parfaits. Ils sont des génies au piano, des génies en mathématiques, des génies en tout. Ils sont vraiment super bons. Je fais OK, très bien. Ils me disent, ils arrivent à Stanford, la première année, ils se font récaler et c'est la première fois de leur vie où ils ont échoué. Une dépression sans nom. Par contre, elle me dit, quand je vois des étudiants comme toi qui ont commencé un petit peu moyen, voilà, on arrive et puis nous, échouer, mais je peux échouer tous les jours. On va se relever sans aucun problème et on va continuer. La compétence de demain, ça reste dans l'échec. Le bulletin, je pense, hein, la plus grande leçon qu'un bulletin peut nous dire, c'est est-ce que votre enfant arrive à échouer correctement et à se relever ou pas? Mais si c'est pour dire, ouais, bah lui, il est meilleur que lui, ça n'a aucun sens. Prochaine question. Désolé, Hélène, ça a pris un peu de temps. C'est super. On a une autre question sur le contenu de l'intelligence artificielle. Alors, quel est le contenu et qui programme ce contenu? Alors, c'est une très, très bonne question. Qui a posé cette question? C'est Marie-Florence Aboquet. Marie-Florence? OK. Marie-Florence, c'est une excellente question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle… Marie-Florence Aboquet. Et puis, j'ai une autre question. OK. Je vais répondre à la première question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est faite de manière prédominante dans 2 endroits. La Chine et la Silicon Valley. C'est les 2 endroits où les choses se développent énormément. Bien sûr, il y en a un petit peu en France, il y en a un petit peu en Afrique, au Ghana, il y en a un petit peu, mais de manière prédominante, c'est la Chine et la Silicon Valley. Le gros problème de l'intelligence artificielle, vous l'avez déjà remarqué, c'est que bien sûr, on a un algorithme qui, lui, va apprendre, et puis ensuite va révolutionner plein de choses. Mais à la base de cet algorithme, comment est-ce qu'on l'a codé, cet algorithme? Qui l'a codé? Ingénieur, homme.
déjà, juste là, vous êtes super biaisé. Il y a un biais déjà, hein, on est biaisé directement dans l'équation de l'algorithme. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Microsoft a créé un algorithme qui apprend à discuter avec les gens sur Twitter. Ok, vous me suivez? Et c'est un algorithme qui est tellement performant que vous ne savez pas si c'est un algorithme ou si c'est un humain. Et il vous parle de tout et de rien. Il apprend sur tous les sujets et il participe avec tout le monde. Il est parfait, ce chatbot. Génial. Jusqu'au jour où il a commencé à être raciste. C'était le plus grand scandale de relations publiques de Microsoft. Tapez-le sur Internet. L'algorithme qu'ils ont créé pour aller discuter avec les gens partout, il a commencé à dire « Les Mexicains, c'est une abomination pour les États-Unis. » Pourquoi? Parce qu'on était en plein dans les élections américaines et qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient par rapport aux Mexicains puis à Trump. Il a appris de ça. Et puis, en fin de compte, il s'est dit « Je peux parler de ça éventuellement. » Et puis, Microsoft l'a complètement déconnecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, en tant que parent, vous ne construisez pas des ordres, l'ordre de l'intelligence artificielle pour les parents ou l'ordre de l'intelligence artificielle pour la protection des enfants, eh bien, cette intelligence artificielle va être construite et faite par des entreprises tech, par des entreprises mercantiles ou encore pire, par le gouvernement. Si vous ne mettez pas les pare-feux par rapport à ça, il va y avoir des dérives. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'on arrive à mesurer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un humain. Avant, regardez, donc là, moi, je vous ai parlé du risque économique, des grandes entreprises qui allaient prendre le contrôle sur vos enfants, parce que eux, les enfants, moi, je vous garantis que YouTube sait comment votre enfant apprend mieux que vous. C'est à quelle heure est-ce qu'il est attentif, c'est quel genre de vidéo est-ce qu'il veut entendre, c'est tout ce qui le fait rire, tout ce qui le fait pas rire. Mieux que vous. D'ailleurs, c'est mieux que moi. YouTube connaît mon enfant mieux que moi aujourd'hui. Ça, c'est le côté qui fait peur de l'intelligence artificielle. Le côté politique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui que l'on arrive à mesurer ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les services secrets de n'importe quel pays, par exemple, pouvaient se fier que sur ce que vous dites et sur ce que vous faites. Il y a le grand dictateur qui fait un grand speech, même si vous le détestez. Vous pouvez dire bravo, bravo, vous le détestez à l'intérieur, mais lui, il ne pourra jamais le savoir. Aujourd'hui, il peut le savoir. Il peut mesurer votre taux de cortisol, votre taux de sérotonine et savoir à quel point est-ce que vous êtes sincère dans vos applaudissements. Si vous ne mettez pas les pare-feux par rapport à ça, à savoir où est le côté biaisé de cette intelligence artificielle, d'où est-ce qu'il est venu, eh bien, nous allons hériter du monde que l'on mérite. Voilà, Marie-France. Wow, merci beaucoup. Je vais juste couper, désolée, je pense qu'on devrait terminer juste pour ne pas trop dépasser. J'apprécie énormément votre question et la belle réponse. Je pense que c'était très pointu comme place pour terminer aussi. Mais n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous partager tout simplement mon LinkedIn si vous voulez. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. On a toute une équipe qui est là, voilà. Je viens de le partager et vous pouvez m'écrire vos questions si vous voulez. Merci. Et je reposte aussi l'évaluation. Alors, s'il vous plaît, remplissez-la avant que vous partiez. Ça prend que 2 minutes. C'est là. Merci, Soula. La dernière chose que je voulais dire, Soula, c'est que rappelez-vous qu'au Canada, on est quand même très, très, très privilégié. Et lorsque les parents pensent éducation, l'impact que vous avez sur l'éducation n'a pas un impact que sur le Canada. Il a également un impact sur partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'est surtout un continent qui me tient très à cœur, c'est aussi l'Afrique. Aujourd'hui, 41% des Africains ont moins de 15 ans. C'est la jeunesse de demain. Si nous changeons l'éducation d'aujourd'hui, nous avons la chance de former la jeunesse de demain. Et ça commence ici au Canada. Et surtout la francophonie. La francophonie ne va pas rester forte grâce à la France ou grâce à la Belgique ou même grâce au Québec ou au Canada. Elle va rester forte grâce à l'Afrique. D'ici 2050, on parle de 850 millions de francophones, dont la grande majorité sont en Afrique. Donc, rappelez-vous que ce Canada francophone et anglophone et cette Afrique francophone et anglophone doivent commencer à se rapprocher de plus en plus. Voilà.
Merci beaucoup, Osni. Il y a vraiment, là, ces derniers points, il y a vraiment de quoi réfléchir. Et je pense qu'on aurait pu continuer encore une autre heure à partager, à discuter ensemble. Merci aussi d'être resté presque 15 minutes de plus. Je tiens aussi à remercier, on a eu un commanditaire, qui sont les conseils scolaires des écoles catholiques, qui était le commanditaire du congrès virtuel. Merci beaucoup. Et aussi, c'est le premier temps aujourd'hui, mais un deuxième temps la semaine prochaine avec l'AGA et un troisième temps dans 2 semaines le samedi. Tout ça est sur notre site internet. Et l'enregistrement, parce que je vois des questions, on va mettre l'enregistrement de cette conférence sur notre site également. Voilà, et je pourrais vous envoyer le PowerPoint aussi de la présentation de Osni par courriel. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon adresse aussi courriel dans le chat. Un grand merci à tout le monde et je vous souhaite de bien profiter aussi de cette belle journée du samedi. Je vais laisser un petit mot aussi pour notre présidente, Badriye Kojok. Merci, oui. Merci Hélène, merci à Hosni pour cette très belle présentation. Comme vous tous, j'imagine vous avez dû retenir plusieurs choses. Ça a été très rapide, mais ce n'est qu'un début et on aura l'occasion d'avoir d'autres conférences sur le sujet avec Hosni probablement. Et comme il l'a mentionné pendant sa conférence, le choix est dans nos mains. Est-ce qu'on veut être spectateur ou est-ce qu'on veut être joueur? J'espère que vous avez choisi d'être joueur et d'être partenaire avec parents partenaires en éducation pour effectivement montrer à tous les parents autour de nous l'importance qu'on a en tant que parents, en tant que premier éducateur de nos enfants. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt à l'AGA, espérons la semaine prochaine. Merci à Hélène Selam, notre directrice, qui a fait un gros travail, à Soula, à Mario pour le support technique et à tous ceux qui ont participé pour que ce soit un succès. À très bientôt et bon samedi. Je passe la parole à Hélène. C'est bon, et moi je remercie également tout le monde, votre présence, votre participation, votre écoute. Merci beaucoup Osni, Soula, Badriye, Mario. Voilà, c'est tout un travail d'équipe derrière. Donc, on va continuer. C'est, je pense, le début d'une conversation, d'un dialogue et c'est aussi un moment avec tout ce que nous vivons actuellement qui c'est vraiment le moment approprié pour réfléchir aussi à tout ça. Voilà. Alors, merci tout le monde qui était là et je vois des visages réguliers qui participent à nos événements PPE. Alors, merci de nous joindre. Et si vous voulez enlever votre mute et vous dire allô, bonjour, au revoir, c'est toujours beau d'entendre tes belles voix. Bonjour, au revoir. On se revoit sur Link. Oui, super. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les membres. Au revoir, à la prochaine. C'était vraiment beau. Merci aussi. Au revoir. Au revoir, Soula. Au revoir, Badriye. Merci à tous. Au revoir, Hélène. Merci Bertrand. Merci tous les membres du CA. Je te remercie de m'avoir invité. C'est super. Merci. Au revoir, Je voulais Salim. dire un grand merci. Tu m'as pas répondu, je t'envoie un message. Un grand merci à Mario. Merci, Eddie. Bonjour, Louis. Merci. Bonjour, Bertrand. Merci, Mario, Maxime. un grand merci. Marie-Florence pour la belle intervention. Merci, Mario. Chantal. Bonjour, Lévi. Merci. Bonjour, tout le monde. Louis. Bonjour, Louis. Catherine. Merci, Catherine. Bonjour, Lévi. Merci. Merci, Lévi. Bonjour, Marie-Florence. Bonjour, Rabia. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Hélène.